ma vie a débuté d'une façon assez inhabituelle, puisque je suis née dans un camp militaire, je vous l'avais dit, du fait de la révolution russe et de la guerre civile, qui projeta le corps d'armée que mon père commandait en Finlande. Et c'était donc, je suis née donc en Finlande dans ce camp militaire le 2 septembre 1920. Alors il est évident que là, déjà dans cette naissance et de plus dans le fait que je suis devenue émigrée, il y a un certain nombre de contraintes de cette situation d'émigrée que j'estime avoir été finalement positive. Pour moi, ça a élargi beaucoup mon expérience, puisque j'ai commencé à vivre à Berlin, 2-3 ans, ensuite à Prague. Alors Prague était un endroit particulièrement favorable aux Russes, parce que les Tchèques avaient des fautes à se faire pardonner par rapport à la Russie. Alors ils ont installé tout de suite un système d'éducation, école, jardin d'enfants, école, lycée, université, ce qui fait que ma mère a pu terminer ses études universitaires à Prague, et de pédagogie. Et en fait, alors ses études de pédagogie ne trouvaient pas d'application sur place, mais elle a pu aller en Bulgarie comme inspectrice des écoles maternelles russes ou quelque chose de ce genre. Et alors c'est là que la décision a été prise de partir en France pour mon éducation, bien sûr, car ma famille qui connaissait, qui parlait très bien le français et qui venait régulièrement en France avant la Révolution, ne concevait pas qu'on puisse être élevé ailleurs qu'en France, puisqu'on était en immigration. Bref, quand je suis rentrée ensuite, j'ai passé 1 an à peu près chez mon oncle, et je suis remontée à Paris où ma mère avait trouvé donc d'abord un lieu de vie, ensuite une occupation stable. Et là, j'étais dans une école communale du 15e arrondissement, que je vois avec plaisir chaque fois que je passe devant, et où je suis restée jusqu'au certificat d'études. Et je suis très fière d'avoir un certificat d'études primaires. Par malchance, j'ai raté l'oral du 2e bac en juin 1939. Et ça, c'était vraiment le déclic d'une série de catastrophes. Parce que, en fait, du moment où la guerre a été déclarée jusqu'en 1944, tous les examens ont été supprimés. Alors on ne pouvait pas repasser les examens que l'on avait ratés avant 1944. Que s'est-il passé pendant ces années de guerre pour vous? Voilà, alors justement là, je me suis donc trouvée réfugiée russe, donc étrangère, sans diplôme, sans profession. Je n'étais plus écolière et je n'avais aucune profession sur ma carte d'identité. Et évidemment, je n'avais pas de ressources. Le problème, c'est que, bien sûr, ce qui a surtout été un très gros handicap, c'est que très vite, lorsque j'ai essayé de trouver du travail, et que j'ai trouvé du travail dans une librairie qui s'appelait Librairie Rive Gauche, et qui en fait était une librairie franco-allemande, en face des PUF, place de la Sorbonne, là où on vend maintenant des fringues, il y avait une librairie. Et alors, j'ai été admise parce que je parlais encore un petit peu l'allemand. Et en fait, un matin, j'ai vu arriver un officier de la Gestapo qui a commencé des entretiens fort difficiles, mais qui a commencé surtout à me parler de mon père d'une façon parfaitement ridicule. Il voulait absolument me prouver que mon père était communiste, ce qui était le comble des ridicules, étant donné qu'il était officier tsariste, engagé absolument. Et puis de plus, j'ai fini par lui dire que c'est ridicule, j'avais 5 ans, j'avais pas 5 ans quand il est décédé, que je ne connaissais absolument pas ses activités avant, mais que je savais pertinemment qu'elle n'avait jamais été. En fait, oui, j'ai un peu squeezé là que, au début de la guerre, j'ai commencé par faire un stage d'infirmière au siège de la Croix-Rouge, et ensuite on m'a envoyé dans un centre d'accueil à la gare d'Austerlitz. Et alors j'ai même un papier là, le général de Bellec de la Croix-Rouge m'envoie comme dame distributrice au centre d'accueil de la Croix-Rouge.
Mais ensuite, la directrice de ce centre m'a fait un certificat très élogieux. Je vous ai sorti ça. Et j'ai pu comme ça me sortir un tout petit peu de la situation. Mais évidemment, étant donné les activités dans ce centre de la gare d'Austerlitz étaient d'accueil et de nourrir les gens et de les aider, etc. Mais il était évident aussi que nous passions des soldats et des gens en zone libre. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dénoncé ce que l'on m'a dit. On m'a dit tout cela quand on m'a donné ma naturalisation. Alors, l'inspecteur de police qui m'a reçu à la préfecture de police pour m'annoncer ma naturalisation, bien plus tard, en 1947, il m'a dit, vous voulez savoir qui vous a dénoncé? Et il m'a dit ça. Les apprentis, à cette époque-là, devaient tous passer obligatoirement un examen d'orientation professionnelle. Et c'est moi qui les ai conduits à l'Institut d'orientation professionnelle, autrement dit à l'INO, pour rigoler ça à 41, et où j'ai regardé avec grand intérêt ce qu'on leur faisait faire, le tourneur, les temps de réaction, enfin je ne sais pas, un tas de tests papier-crayon, etc. Ça m'a paru fort intéressant, et j'ai demandé si je pouvais, si la formation était déjà possible après la guerre et dans quelles conditions. Nous étions 4. Une table ronde, nous étions 4. Et puis Madame Canivet d'abord nous a montré les planches. Alors j'ai eu un petit choc à la planche 4. Mais je ne me souviens pas des autres planches, mais la planche 4 elle ne m'a pas du tout plu. Ceci dit, elle nous apprenait surtout tous les points techniques. Alors là, elle était extrêmement rigoureuse et elle nous apprenait la technique vraiment, non seulement parce qu'elle avait un grand respect pour l'œuvre de Rorschach, mais parce qu'elle pensait que ce n'était que comme ça que l'on pouvait rentrer vraiment dans l'interprétation. C'est sûr que son objectif à elle était plutôt vraiment psychotechnique et sélection et orientation professionnelle. Elle n'avait pas du tout l'objectif clinique. Alors l'année d'après, donc la première année, nous avons fait cet apprentissage vraiment technique. Alors je l'ai un peu aidé parce que j'ai eu l'occasion de lui traduire des articles allemands, de Suisse allemande, sur les couleurs, je me souviens en particulier. Mais enfin, on n'a pas du tout abordé le problème clinique. Alors la deuxième année, c'était pris en charge alors par Mme Violet-Conil, qui était psychiatre, qui était psychanalyste, et elle nous a tout de même permis une ouverture vers la pathologie d'abord, et vers la psychanalyse. Je ne pourrais pas vous dire quelle psychanalyse et laquelle des théories, je crois qu'elle était tout de même assez classique. Alors là, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens déjà engagés dans la profession de psychologue clinicien. Alors combien de temps êtes-vous resté stagiaire dans ce service du professeur Huyère? Eh bien, je suis restée stagiaire jusqu'en 50. Alors, jusqu'en 50 parce que c'est en 50, le professeur Huyère a été contacté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et on lui a proposé 2 bourses d'1 an aux États-Unis pour 2 psychologues. Alors là, c'était extraordinaire. Il m'a proposé une de ces bourses. J'ai commencé par refuser en disant que je ne parlais pas anglais, et il s'est fâché. Il m'a dit, une Russe, ça parle anglais. Ça, c'était vraiment... Je me suis tout de suite rendu compte, en arrivant aux États-Unis, que quoi que l'on fasse et où qu'on aille, et quels que soient les sujets que vous présentez ou dont vous vous occupez, il y avait toujours des Rorschach partout. Dans tout dossier, il y avait des Rorschach, que l'on s'occupe des infirmes moteurs cérébraux, que l'on s'occupe des schizophrènes ou des personnes malades, des épileptiques, il y avait partout des Rorschach. Alors je me suis dit tout de même, c'est tout de même essentiel probablement ce Rorschach, il faut absolument que j'en profite pour voir tout ce que je peux tout ce que je peux voir et tout ce que je peux apprendre sur cette nouvelle technique, puisque j'en savais déjà un petit peu tout de même. Il faut d'abord situer un peu ce qu'était ce laboratoire. Il s'appelait laboratoire parce que nous étions 3 à appartenir au CNRS. Pierre Jampolsky, Vika Chentoub et moi. Ils étaient beaucoup plus gradés que moi,
j'étais la petite dernière. Et c'était des bâtiments préfabriqués qui ont duré quelques 30 ou 40 ans. Enfin. Et dans ces bâtiments préfabriqués, il y avait 2 pigeonniers. Alors, un pigeonnier a été pris par les Bovici et Diatkin, par les psychothérapeutes, et un autre pigeonnier a été pris par les psychologues. En tous les cas, c'était finalement très très enrichissant, et tout le travail de clinique, pour moi, c'était un enchantement. C'est vraiment... La clinique était un enchantement. J'avais enfin trouvé ma voie, si je puis dire, et j'ai vraiment... La psychopathologie infantile est devenue mon terrain d'élection, vraiment... Nous avons commencé à avoir des liens avec l'enseignement à partir du moment où M. Fraisse, qui était directeur de l'Institut, a demandé au professeur Anzieux de mettre en place un enseignement de technique projective. Et alors, et à ce moment-là, il m'a demandé à moi de me charger d'un groupe de TD du Rorschach. Et alors, mais ça, c'est déjà en 64. Alors, oui. C'est ça, alors dans le 64, autrement dit, c'était à la veille de ma soutenance de thèse de 3e cycle. Parce qu'entre-temps, il faut tout de même que je vous dise que le patron avait changé, que c'était le professeur Duché qui était devenu directeur de cette clinique de neuropsychiatrie, et que Duché était très ouvert aux psychologues. Alors avant ça, avec le docteur Vidlocher, nous avons formé un groupe sur un thème de recherche qui était le développement affectif de l'enfant. Et alors là, on a intégré Roger Perron, Serge Netchin, 2 ou 3 personnes du laboratoire Zazo. Et en fait, on a fait tout un travail, parce que mon rêve était de faire passer des tests projectifs à tout un groupe d'enfants normaux pour essayer déjà le problème de la normalité ou de la normativité chez l'enfant. Et alors en effet là, le but de notre groupement sur le développement affectif était un peu différent. Ce que l'on voulait élucider, c'était le rôle structurant des images parentales. Et alors là, Serge Netchin avait essayé de prévoir un schéma d'interprétation du scénotest. Chacun de nous faisait... Catherine Chabert était déjà dans le coup, elle travaillait déjà avec nous. Et c'est de là que viennent un peu les travaux sur la différence identité-identification, justement structuration des images parentales, influence des images parentales, sur la structuration de l'enfant. Le professeur Duché m'a demandé de me charger d'une recherche sur les cardiopathies congénitales, dont j'ai fait le sujet de ma thèse de 3e cycle, que j'ai soutenue en 64. Et donc, alors à partir de 64, c'est en même temps, c'est le début de la collaboration avec l'Institut. Donc au début, j'étais simplement chargée d'un groupe de travaux dirigés. Et Vika, l'année d'après, Vika Shentoub est entrée aussi dans ce programme, bien sûr. Elle a été chargée d'un groupe de TAT. Comme vous savez, historiquement, le Rorschach et le TAT ont été un peu séparés par le fait que moi, je ne connaissais bien que le Rorschach et Vika Shentoub ne s'occupaient que du TAT. Mais évidemment, cette différence cette distinction n'avait absolument aucun sens psychologiquement parlant. Alors, petit à petit, dans l'enseignement, nous avons rectifié ce genre de position. Alors, nous avons pris 2 groupes d'enfants, de 25 enfants, que nous avons considérés comme psychotiques, et 25 enfants que nous avons considérés comme pré-psychotiques. Et nous avons appliqué donc toutes les techniques. Et de plus, ça nous a permis de montrer que le fantasme n'avait pas toujours un rôle perturbateur, mais il avait très souvent un rôle organisateur. Et les réponses extraordinaires que certains enfants donnaient étaient de ce type. Une espèce d'organisation étonnante à partir d'un fantasme qui était en soi probablement très archaïque. Alors ce travail constitue un axe important de votre livre à venir sur le Rorschach chez l'enfant. Oui, ça vraiment, à partir de là, nous avons systématisé tout le reste de notre activité, et à ce moment-là intervient la demande du professeur Anzieux de systématiser justement notre expérience, et il nous a dit il est temps d'écrire un ouvrage sur le Rorschach en clinique infantile. Alors j'ai été
J'ai été très surprise et très heureuse, bien sûr, de cette demande, mais je n'ai pu la réaliser qu'avec avec l'aide de Marie-France Boiseau. L'originalité du travail tient surtout aux axes interprétatifs que nous avons décidé de prendre. Et en fait, là, c'est justement ce travail de Marie-France Boiseau qui était essentiel, parce que nous avons considéré que la problématique était tout à fait indispensable, était tout à fait importante à traiter, et que cette problématique, on l'a traitée en termes de développement libidinal, donc de relations d'objets, de différenciation entre soi et l'autre. Et alors là, le problème des images parentales a été tout à fait au cœur de nos efforts de distinguer. Et évidemment, à partir de là, nous sommes arrivés aussi à cette notion de représentation de soi. Alors bien sûr, c'était peut-être moins évident, c'était plus symbolisé dans les Rorschach d'enfants normaux, mais en tous les cas, ce thème de l'image du corps était essentiel. Alors corps vécu, bien sûr, objet et sujet de l'activité affective, et c'est un peu à partir de là que vient la notion de représentation de soi. Alors vous avez opérationnalisé donc cette notion et été à l'origine de la création d'une grille de représentation de soi. C'est ça, oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors je ne l'ai pas fait à ce moment-là, je l'ai repris beaucoup plus tard, mais il est évident que ce travail sur la représentation de soi va faire partie maintenant pratiquement de toutes nos autres activités de recherche. J'ai une gratitude énorme face à cette équipe, parce qu'en plus du travail clinique, en plus de toutes leurs occupations, et il faut tout de même rappeler que les psychologues, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'étaient que vacataires à l'hôpital. Eh bien, elles se sont toutes mobilisées pour travailler, pour faire ces recherches, et elles y tenaient beaucoup. Bien, Nina, nous allons donc maintenant aborder le chapitre de l'enseignement. Alors, peut-être pouvez-vous commencer par nous parler de votre entrée à l'Institut? Oui, sûrement. Je tiens à dire aussi que l'enseignement à l'Institut de psychologie, comme le travail clinique à la Salpêtrière, ça a constitué vraiment la base de ma vie professionnelle et même personnelle, dans cette espèce d'interaction constante, de cette conversation entre deux pôles d'une même réalité humaine. Alors, il faut remarquer que l'enseignement des techniques projectives à l'Institut a été voulu par un psychologue expérimentaliste, Paul Fraisse, et mis en place et planifié par un psychologue psychanalyste, Didier Anzieux. C'est déjà un programme, je trouve, qui s'inscrit très bien dans mes recherches. Alors en fait, M. Fraisse en 65 déjà a chargé M. Anzieux d'organiser un enseignement de techniques projectives, et il m'a demandé à moi de prendre la charge d'un groupe de TD de Rorschach, peut-être deux. Et il a demandé l'année d'après à Vika Schentoup de prendre en charge un groupe de TAT. Alors cette période-là a été comme un tremplin pour moi, me préparant à davantage de responsabilités, à partir du moment où, à mon grand bonheur, j'ai été nommé maître assistant en juillet 67. Alors, je ne vous dis pas, cet événement a constitué vraiment le grand tournant de ma vie. Et c'est avec beaucoup d'ardeur, une grande ardeur qu'en octobre 67, j'ai essayé et j'ai mis en place, en fait, cours magistraux et travaux dirigés, qui constituait le certificat universitaire de formation aux techniques projectives, qui a été créé donc en 66. Alors je fis appel bien sûr à des psychologues de la Salpêtrière, aussi à des collègues de Sainte-Anne, à ceux du ministère de la Justice qui avaient un corps de psychologues bien constitué, à des personnes de la Société de Rorschach, des praticiens, je tenais beaucoup à ce que ce soit des praticiens, aptes à montrer le rôle et l'apport des techniques projectives dans un bilan psychologique. À visée diagnostic, bien sûr, essentiellement. Pronostic, c'était déjà une autre histoire. Mais inutile de vous dire qu'il n'a pas toujours été très facile d'homogénéiser les approches pédagogiques. Alors, il y a eu d'abord la formation initiale. La formation initiale était assurée à 3 niveaux. Au niveau du DES,
psychologie clinique, il y avait une option, ça s'appelait une section méthodologie projective, où on faisait théorie et pratique du Rorschach, et 2 cours magistraux, celui de Vikachenko et le mien, et des groupes de travaux dirigés. Alors l'effectif, déjà à ce moment-là, selon les années, avait varié de 266 à 615, donc une coordination pédagogique entre 6 et 14 groupes, mais après ça a été encore bien pire. Et alors, formation initiale toujours, au niveau du certificat de formation en technique projective, alors là c'était à part, 1 an, et sur les modèles interprétatifs du Rorschach et la perspective génétique et psychopathologique. Et puis au niveau toujours formation initiale, après 70 surtout, on a beaucoup fait de séminaires de perfectionnement professionnel. Alors en moyenne, d'après le document que j'ai eu, il y a eu 560 étudiants inscrits pour les 2 années de formation, ça c'est en moyenne. Mais il y a eu des années très lourdes où il a fallu ouvrir jusqu'à 15, 18, 21, 28 groupes en travaux dirigés. Rorschach était compris. Alors la coordination devenait vraiment très difficile. Et les enseignants de formation très disparates. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les années 74, 75, 76, il y a eu jusqu'à 900 et jusqu'à 1000 inscrits.